Sabotage de Nord Stream 2, discours très offensif d'Emmanuel Macron à l'ONU, annexion de 4 territoires ukrainiens par la Russie et menace nucléaire. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est en train de s'accélérer et pour vous dire, il commence à me faire peur et j'ai même peur d'une entrée sur une troisième guerre mondiale. Et pour en parler, j'ai avec moi François Asselineau. François Asselineau, bonjour. Je vous avais invité déjà en mars Bonjour et dernier. bonjour à tous les auditeurs. Je vous avais déjà invité en mars dernier, au tout début du conflit, et vous nous aviez expliqué les raisons de ce conflit, le fait que la Russie était coupable d'une violation du droit international en envahissant un pays souverain, mais en même temps le fait que la Russie avait été poussée à ça par l'histoire, mais également par l'OTAN qui commençait à l'encercler. Mais je veux pas qu'on parle de ça aujourd'hui. Si ça intéresse les auditeurs, je vais mettre une vidéo dans le coin, un lien vers la vidéo, et ils pourront aller voir cet entretien qu'on avait eu ensemble en mars dernier. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'annexion des 4 territoires par la Russie et l'accélération du conflit. Et on va le faire en 3 parties si ça vous va. La première, on va voir l'OTAN et le camp occidental, les États-Unis, l'Europe et la France avant l'annexion. La Russie avant l'annexion, on a parlé beaucoup de la faiblesse de la Russie, mais je me demande si c'est pas de la propagande que l'on fait en temps de guerre. Et puis, ce que cette annexion va changer, et si effectivement on est en train d'aller comme des somnambules, comme hypnotisés vers une troisième guerre mondiale, comme on a pu le vivre en 1914. Donc, premier point, l'OTAN, les États-Unis, l'Europe, Emmanuel Macron avant l'annexion. Je pense notamment aux discours extrêmement martiaux qu'il y a eu, que ce soit Joe Biden, que ce soit Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, où on réclamait d'isoler complètement la Russie et de battre finalement la Russie. Quel est votre point de vue là-dessus? Où on en était avant cette annexion du côté occidental? Alors, d'abord, merci de m'inviter. Je salue tous les auditeurs. Deuxièmement, vous avez raison. Je pense, enfin, je le dis moi-même depuis des semaines, d'être inquiet pour l'évolution de la situation. Parce que on voit qu'il y a des forces qui ne cherchent absolument pas l'apaisement, mais au contraire qui cherchent à aggraver la situation. Mmh. Alors, vous avez rappelé effectivement vidéo, quand vous avez eu la gentillesse de m'inviter il y a quelques mois. J'en profite pour dire qu'il y a aussi sur notre chaîne RTV plusieurs vidéos que j'ai faites, notamment il y en a une que j'ai consacrée spécialement à l'histoire de l'Ukraine, et puis une autre aussi que j'ai faite dans le cadre du dialogue franco-russe où j'explique, et je crois que c'est quand même très très important que les gens l'aient à l'esprit, la stratégie constante des États-Unis d'Amérique qui consiste à essayer de morceler la Russie. Et il ne s'en cache même plus, puisque je l'ai dit dans cette vidéo, donc sur le dialogue franco-russe, il ne s'en cache même plus, puisqu'il y a eu une réunion qui a eu lieu le 22-23 juillet à Prague, avec une association qui s'appelle l'Association des Nations libres de Russie, en présence de l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement ukrainien, du prédécesseur de Zelensky, Porochenko, qui avait été placé par les Américains, en présence également de hauts fonctionnaires américains, notamment le responsable chargé du suivi de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au département d'État américain, et tout ceci avec des financements National Endowment for Democracy, c'est-à-dire le fonds de la CIA, et puis des financements George Soros. Et qu'est-ce qu'on apprenait dans cette conférence? Eh bien, on présentait au public, allez voir, enfin, j'ai mis les dossiers sur la table. D'ailleurs, la presse française, vous savez, je suis suivi par absolument tous les journalistes qui à la fois me suivent et à la fois me cachent, puisque jamais il n'est question de mes analyses. Mais il suffit d'aller regarder ça pour se pincer. Enfin, imaginez l'inverse, imaginez que la Russie fasse un symposium ou un colloque qui ait lieu à Cuba ou bien à Guatemala City ou à Mexico, qui serait sur les nations libres des États-Unis d'Amérique,
et où on présenterait une carte avec le démantèlement des États-Unis, avec un Texas indépendant. Vous savez d'ailleurs que ça n'est pas une fantaisie, puisque il y a une forte demande en ce moment au Texas, et qui est un État des États-Unis qui a une histoire vraiment très à part, hein, qui a été intégré à la Fédération américaine en 1846, un très grand État, mais qui a une forte personnalité. Il y a une forte demande relayée par le Parti républicain, ce qui est quand même pas rien, pour avoir un référendum sur l'indépendance du Texas. Et on pourrait aussi, si la Russie voulait jeter de l'huile sur le feu, elle pourrait aussi revendiquer l'indépendance des réserves pour les Indiens de Cherokee, l'indépendance de la Californie ou de la rétrocession de la Californie au Mexique, enfin, etc., etc. Ce que d'ailleurs vous rappelez peut-être cette anecdote, Vladimir Poutine a dit qu'il allait réclamer le retour, la rétrocession de l'Alaska, que le tsar, je crois que c'était Alexandre II plutôt, avait vendu aux États-Unis d'Amérique dans les années 1860. Imaginez donc que la Russie fasse ça. Ce serait l'objet d'un scandale immédiat de la part des États-Unis, qui mettrait ça sur la place publique. Tout le monde, dans tous les médias occidentaux, on dirait que la Russie se livre à des provocations, etc. On en est là. On en est là, c'est-à-dire que du côté russe, ils ont le sentiment d'être, comment dirais-je, d'avoir ce qu'on appelle en termes un peu choisis, en polémologie, on appelle ça un complexe obsidional, ça veut dire le complexe d'être encerclé par une puissance qui ne cesse que de grignoter depuis l'effondrement du camp socialiste, les pays les uns après les autres, en les faisant entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, et puis maintenant ils se sont attaqués à l'Ukraine. Alors, en fait, moi, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire parce que l'histoire est très, très explicative de ce qui se passe. Comme dit le proverbe, elle ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. C'est-à-dire que les conditions ne sont jamais les mêmes, mais il y a toujours un vieux fond derrière. Et vous me permettrez peut-être de faire une petite incidente un peu historique que je n'ai jamais faite, mais qui me paraît importante. Il y a eu depuis plus d'un millénaire, en fait, presque 2 millénaires, un antagonisme entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Et ça a culminé avec, vous savez que l'effondrement de l'Empire romain a mené à la naissance de l'Empire byzantin côté oriental autour de ce qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul, qui était devenue Byzance, puis Constantinopolis, la ville de Constantin, pendant que l'Empire romain côté occidental s'effondrait sous les invasions barbares, et c'était la naissance, enfin, le haut Moyen-Âge, et le début de l'apparition des nations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église a connu il y a eu une confrontation entre l'Église catholique romaine, qui s'appelait l'Église d'ailleurs, catholique, le mot catholique qui veut dire universel est apparu un peu plus tard. Donc le pape de Rome qui a été amené à se confronter de plus en plus avec les patriarches d'Orient, notamment le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche, le patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Jérusalem. Donc c'est ça, j'ai dit les quatre, c'était ce qu'on appelait la pentarchie donc, à l'époque. Et le pape de Rome prétendait en fait avoir l'autorité sur l'ensemble de la chrétienté. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Église au premier millénaire, c'est tout à fait intéressant, parce il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu des tensions croissantes, qui cachaient derrière des querelles byzantines, c'est le cas de le dire. Par exemple, est-ce que le Christ était d'une seule substance, c'était les monophysites, ou bien est-ce qu'il participait il était à la fois vrai homme et vrai Dieu? Vous savez que c'est cette seconde proposition qui l'a emporté, mais il y avait donc des querelles qui témoignaient d'ailleurs d'un état d'esprit beaucoup plus prompt à la controverse, au débat en Orient, alors qu'en Occident, c'était quand même, la papauté s'était fondue dans le pouvoir de l'Empire romain, donc avec quelque chose à la fois de dogmatique et d'autoritaire. Et tout ceci a abouti à quoi? Ça a abouti, suite à une sombre histoire qu'on appelait le filioque, ce qui disait que les latins voulaient faire procéder le Saint-Esprit non seulement du Père, mais aussi du Fils. Ce sont vraiment des querelles de spécialistes, et qui me paraissent un peu lunaires maintenant. Avec cette affaire du filioque, on a abouti au grand schisme de 1054 entre l'Occident et l'Orient.
Et sur le coup, les gens s'en sont pas beaucoup aperçus, mais là où ils s'en sont beaucoup aperçus, c'est en deuxième date absolument fondamentale, qui est la date de 1204. En 1204, il y avait l'Occident avait lancé depuis Saint Bernard de Clairvaux, on avait lancé des croisades, et en 1204, c'est la quatrième croisade. Eh bien, les croisés venus d'Occident, notamment des Francs, hein, venus de ce qui est aujourd'hui la France, mais c'est un peu autour, euh, attirés par les richesses de Byzance, décident de dévier la croisade et au lieu d'aller délivrer les lieux saints des infidèles, c'est-à-dire des Mahométans qui s'y sont installés, foncent vers Constantinople, ravagent Constantinople et pillent tout. D'ailleurs, après ça, ce sera le début de la fin de l'Empire byzantin. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Ça paraît très très lointain. C'était il y a 818 ans, 1204-2022. Parce qu'il en est resté quelque chose de vraiment incrusté dans les mentalités. Incrusté dans les mentalités orientales, notamment en Russie, puisque la Russie est devenue la troisième Rome, elle est devenue le successeur de l'Empire byzantin à la chute de Constantinople. Il en est resté d'abord l'idée que les Latins sont en fait des hypocrites, sont en fait des salopards, pour parler vulgairement. C'est-à-dire que sous couvert d'aller libérer les lieux saints, sous couvert de trucs très généraux, en fait, ils pratiquaient le viol, la rapine, prendre des butins, l'enrichissement scrapuleux. Il y a même, si vous écoutez le discours de Poutine il y a quelques jours au Kremlin, il y a un petit peu ce parfum qui ressort. L'hypocrisie occidentale, la volonté de lucre, la volonté de mettre la main sur toutes les réserves, dans son discours tout à fait historique qu'a fait Vladimir Poutine il y a quelques jours, il a bien insisté justement sur l'hypocrisie occidentale, qui n'a à la bouche que les droits de l'homme, etc., mais qui ne vise que son intérêt. Il a insisté aussi sur la volonté de mettre en coupe réglée le monde entier, de coloniser pour prendre ses richesses. Eh bien ça, je vous assure, ça serait ce que certains psychologues appelleraient un pattern. Pour les orientaux, ils voient le monde occidental comme ça, et je crois que c'est important parce que enfin, on ne peut pas retirer ça de l'esprit des orientaux, d'autant que ça correspond quand même bien aux événements. Alors, si vous voulez, on apprend, enfin, pour appréhender une situation, c'est comme devant un tableau impressionniste. Hein. Si vous avez des tableaux avec des petites pointilles, plus exactement. Si vous mettez à 10 cm, il y a des tableaux avec que des petits points, je pense à Seurat par exemple. Si vous êtes à 10 cm, vous voyez que les points, vous voyez rien. Si vous prenez 1 mètre de recul, vous commencez à voir quelques formes. Si vous prenez 5 mètres de recul, là, vous commencez à voir un paysage. Et puis si vous êtes à 20 mètres, vous voyez tout comme si c'était une photo. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les événements que nous vivons. Le public occidental, on lui présente des événements au quotidien, au jour le jour. Voilà, donc il y a Poutine qui est méchant, il envahit l'Ukraine c'est très gentil, donc ils essaient de se défendre, etc. Et si vous prenez le recul nécessaire, jusqu'au recul de plus de 800 ans que je vous proposais, vous vous apercevez qu'il y a une espèce de volonté constante de l'Occident qui veut essayer de mettre la main sur l'ensemble du monde, d'avoir ce que Poutine d'ailleurs dénonce, et pas seulement lui, c'est-à-dire l'unilatéralisme, c'est-à-dire qu'en fait, disons les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que les Américains voudraient être les rois du monde et de diriger le monde entier pour leur profit. Et quand je dis les Américains, je ne parle pas du peuple américain, je parle essentiellement de l'État profond, de certaines élites américaines, des néoconservateurs qui ont des projets constants et délirants depuis maintenant des décennies de refaçonner le monde à leur image. Donc, ils ont eu le projet de nouveau Moyen-Orient, ils ont semé la guerre et la consternation un petit peu partout. Maintenant, ils ont mis la main sur l'Europe de l'Est. Maintenant, ils veulent découper en morceaux la Russie. Ils veulent découper aussi en morceaux la Chine. Ça sera pour après. D'où les campagnes incessantes en faveur de Taïwan, en faveur du Tibet, en faveur des Ouïghours. Ils veulent également découper, abattre en fait les pays de l'Union européenne pour les mettre à genoux. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Derrière cette stratégie que nous vivons, il y a une volonté délibérée de Washington d'affaiblir les pays de l'Union européenne, à commencer par leur premier allié, c'est-à-dire l'Allemagne, pour en fait, en gros, détruire l'industrie, détruire ce qui faisait que parfois l'Allemagne ou les pays, la France, comment dirais-je, dépassaient les États-Unis. Donc il y a une volonté absolument de domination mondiale. Donc je crois que
on en est là, et ce qui est extraordinaire dans la période que nous vivons, c'est que les masques tombent. Vous savez, moi, ça fait 15 ans que j'ai créé un mouvement politique qui s'appelle l'UPR, où j'expliquais depuis 15 ans que la construction européenne était en fait une faux nez de la domination américaine. Ça avait été d'ailleurs créé, la déclaration Schuman avait été rédigée dans les services de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain à la fin des années 40, au tournant des années 50. J'expliquais que la CIA était derrière. On m'a traité, bien entendu, de tous les noms complotistes, conspirationnistes. On a des gens répétant le catéchisme qu'ils entendent à la radio et à la télé, répétant ce que disent les principaux partis politiques français, venaient m'expliquer à moi, qui est quand même de l'expérience et qui a accompagné notamment les présidents de la République comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, dans des entretiens au plus haut niveau avec des grands chefs d'État de travers la planète entière, et qui a vu le dessous des cartes, il venait m'expliquer à moi que j'avais rien compris et que l'Europe s'était faite pour faire contrepoids aux États-Unis. Non. Les événements que nous avons sous le nez en ce moment nous montrent que l'Union européenne est en train de détruire les pays d'Europe, est en train de servir les intérêts américains, et que l'OTAN est également en train de nous emmener vers cette direction. Alors, donc tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est ce narratif. L'Europe aurait vocation à faire contrepoids aux États-Unis. C'est l'autre narratif qui a eu une efficacité redoutable depuis des décennies. À chaque fois que quelqu'un protestait, râlait contre les méfaits de plus en plus visibles de la construction européenne, de notre appartenance à ce bloc, on nous expliquait, oui, mais de toute façon, l'Europe, c'est la paix. Je l'ai vu dans des débats, on clouait le bec à toute contestation, mais l'Europe, c'est la paix. Et ça marchait. Là, ça marche plus. Parce que là, de plus en plus de Français découvrent avec un certain effarement que l'Europe, en fait, nous entraîne à un conflit avec une puissance qui est la Russie, et que loin d'avoir une force de paix, on a en fait une force de guerre. Madame von der Leyen, que vous citiez, a tenu les propos les plus bellicistes qui soient. Elle ne veut pas la paix, elle veut la guerre, et l'Union européenne pousse à ce que l'on donne des armes, et des armes, et de plus en plus d'armes à l'Ukraine. On est arrivé à cette situation donc qui est que on parle d'un conflit Russie-Ukraine. Non, ce n'est plus un conflit Russie-Ukraine. L'Ukraine, bon, il y a des combattants valeureux, certainement du côté ukrainien, ça c'est exact. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux sont infiltrés, comme on le sait, par des néo-nazis, quoique la propagande veuille nous faire croire le contraire, ou du moins veuille atténuer cet aspect absolument scandaleux des choses. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, c'est un conflit directement autant contre la Russie. Ce qui fait que lorsque je vois des gens qui disent oui, mais la Russie, elle s'effondre, regardez comme ils sont nuls, regardez ci, regardez ça, il ne faut pas oublier que la Russie, elle n'est pas face à l'Ukraine. La Russie, elle est face à une trentaine de pays. C'est quand même incroyable. Elle est face à la puissance américaine, à la puissance et tous les pays de l'Union européenne qui envoient des armes et aussi des soldats rebaptisés mercenaires. Donc, la grande question qui se pose, c'est que je sais que je choque peut-être en disant ça, pourtant c'est absolument la vérité, c'est que en fait, Vladimir Poutine est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de modération. Je rappelle que le grignotage des États par l'OTAN et les États-Unis remonte à 1991. Vous avez une carte qui montre que petit à petit, donc, les pays sont tombés dans l'escarcelle de l'OTAN à la demande des Américains qui ont fait, c'est le fameux discours du président George W. Bush à l'université de Varsovie en juin 2001, qui a demandé à ce que tous les États de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN puis dans l'Union européenne. Et les Français, ils n'ont pas vu une balle passer. Hein. Nous, on nous a mariés de force, alors que dans le Code civil, c'est interdit, hein, les mariages arrangés. Mais on a marié le peuple français de force, avec une dizaine d'États supplémentaires, où les Français ne connaissent d'ailleurs pas grand-chose, voire ne connaissent rien du tout. Donc, il y a eu cette volonté d'avancer dans le classique. Maintenant, il s'agit de mettre la main sur l'Ukraine. Et en réalité, donc, Poutine a réagi, sans doute d'ailleurs peut-être un peu tardivement. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché par un pan entier de l'opinion publique russe, c'est qu'il a trop attendu. C'est que les bombardements de la partie sud-est, qui est, alors là je renvoie à mes conférences que vous citiez,
ou à notre conversation chez vous. Donc cette partie sud-est qui est peuplée de Russes depuis les colons envoyés par Catherine de Russie à la fin du XVIIIe siècle. Là, au bout de 8 ans de bombardement, Poutine a décidé d'intervenir. Alors effectivement, en violant le droit international, je l'ai signalé. Sauf que il y a des moments à partir duquel il avait sans doute tout à fait le choix. Hein, je rappelle que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à Hitler en 1939. On peut dire qu'ils avaient violé le droit international. Oui, mais pourquoi ils l'avaient-ils fait? Parce que Hitler avait mis la main d'abord sur l'Autriche avec l'Anschluss, puis sur les Sudètes, c'est-à-dire la partie occidentale de la Tchécoslovaquie avec les accords uniques. Et puis là, il intervenait en Pologne. Donc les Anglais et les Français se sont dit, ça y est, il est en train de tout avaler. Alors nous, on nous compare, dans les médias, on compare Poutine à Hitler, mais si on veut bien regarder les choses en face, la stratégie de grignotage de tous les pays, c'est l'OTAN, c'est pas petit. Donc Poutine, en fait, a réagi tardivement, et il a réagi en ayant, à mon avis, le souci constant d'avoir le moins de morts possible. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Kiev fait partie de l'histoire russe, hein, depuis le traité de Péréostrates de 1654, il a intégré l'empire des tsars. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on dit que le tsar est le tsar de toutes les Russies, puisque la principauté de Kiev, qui s'appelle la Rousse de Kiev, intègre la Rousse de Moscou, etc. Donc, Kiev fait partie de l'histoire russe. Les Ukrainiens, la langue ukrainienne n'est pas la même chose que le russe, mais c'est quand même pas non plus une langue qui est extraordinairement différente. Il y a quand même une très grande proximité. Du temps de l'URSS, il y a eu des quantités de populations qui ont circulé entre la République socialiste fédérative de Russie et la République socialiste soviétique d'Ukraine, avec des mariages mixtes. Donc il y a des gens dont le père est russe, la mère ukrainienne et réciproquement. Donc il y a eu, et je pense que Vladimir Poutine, qui est un homme qui a 70 ans à peu près, donc qui a maintenant plus que la maturité, qui commence à voir l'histoire avec la hauteur de vue qui est la sienne, il a dû se dire je ne peux pas être quelqu'un qui va faire des centaines de milliers de morts. Donc il y est allé avec une volonté un peu chirurgicale de ne pas envoyer de bombardements massifs, d'envoyer l'artillerie, d'essayer de conquérir. Et là, il s'est heurté, à mon avis, à quelque chose que lui-même et l'état-major russe avaient sans doute très profondément sous-estimé, qui est le fait que depuis 8 ans, les forces de Kiev s'étaient complètement installées, notamment dans le Donbass, avec notamment le fameux régiment Azov, mais pas seulement, ils s'étaient installés dans des habitations, ils avaient créé des caves, ils avaient créé des bunkers, ils avaient créé des tas de trucs, donc ils leur avaient en fait laissé le temps de s'installer. De telle sorte que la vérité oblige à dire que la stratégie du début de Poutine n'a pas parfaitement marché. On ne peut pas dire qu'elle n'ait pas marché du tout, puisqu'il a quand même, là maintenant, la Russie vient d'incorporer 20% du territoire et 60% du produit intérieur brut de ce qu'était l'Ukraine. Donc, si vous voulez, quand on prend un petit peu le recul des choses, on se dit c'est quand même un énorme succès pour la Russie d'avoir mis la main sur 20% du pays et 60% du PIB, et surtout d'une partie qui correspond à ce qu'était la Nova Russia, la nouvelle Russie créée par Catherine II, fin du 18e, Potemkin. Donc c'est quand même un succès, mais ça n'est certainement pas, comment dirais-je, la partie de campagne qui avait été prévue à l'origine. Vous vous rappelez qu'à l'origine, il avait envoyé des troupes du côté de Kiev, et je pense qu'il a dû en rabattre. Et puis je pense aussi qu'il avait sans doute sous-estimé ce que nous on nous présente comme l'union des Européens, des démocraties. On présente ça comme ça à la population. Moi, je dirais plutôt l'obéissance au claquement de doigts des pays de l'Union européenne à l'oncle Sam. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est que c'est Washington qui a exigé que l'Union européenne s'aligne et envoie de l'argent et des armes. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, donc, enfin, toujours avant l'annexion, hein, mais est-ce qu'on n'est pas face à une Russie en difficulté? Moi, c'est ce que j'ai beaucoup retenu en écoutant les médias.
c'est-à-dire une Russie qui tactiquement était plutôt en train de reculer, qui semblait être lâchée par les Chinois et l'Inde. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Mais enfin, on nous a dit aussi que Poutine était en phase terminale d'un cancer. Donc tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Mais lâché par les Chinois et par l'Inde, lâché par la Turquie qui a récemment laissé tomber Mir. Mir, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est le système de paiement russe, hein, puisque la Russie a été coupée du système de paiement international SEPA. Du coup, il a son propre système de paiement qui est Mir, mais la Turquie est sortie de Mir il y a peu de temps. Donc on sent déjà la Russie en difficulté vis-à-vis de ses alliés, sur le plan militaire sur place. Et puis, l'autre chose qu'on nous a sorti il y a très peu de temps, c'est donc Vladimir Poutine a demandé une mobilisation partielle. Et de ce qu'on nous dit, il y a beaucoup de Russes qui se sont carapatés en disant bah, moi, je ne veux pas du tout être mobilisé. Il y en aurait eu 300 000 qui se seraient enfuis de Russie, donc 300 000 jeunes hommes en âge d'être mobilisés, qui se seraient enfuis de Russie à cette annonce. Donc, est-ce qu'on a raison de penser que la Russie était jusqu'à l'annexion en difficulté et que Poutine a peut-être joué là une de ses dernières cartes? Alors, bon, chacun peut avoir son point de vue. Moi, mon analyse personnelle, je viens de la dire, je la répète, c'est que je pense que Poutine et les dirigeants russes ne s'attendaient quand même pas à une telle réaction occidentale. Je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose. Ils avaient prévu en fait que le conflit se terminerait début avril. Hein. Voilà. Or, ça n'est pas le cas. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un tel investissement en fait militaire de l'Occident. Encore une fois, il ne se bat plus contre l'Ukraine, il se bat contre l'OTAN. Donc, je pense que Poutine ne s'attendait pas à ça. Je pense que Poutine croyait que la menace nucléaire suffirait à calmer le jeu. Et en fait, je pense que Poutine s'est projeté dans un univers qui était celui que moi j'ai connu quand j'étais enfant, qui était celui des années 60, 70, où les deux superpuissances se respectaient. Lorsque l'une montrait les dents, bon, bah, l'autre s'écrasait. Or là, pas du tout. Je pense qu'il avait sous-estimé cette capacité qu'a eu l'OTAN à faire semblant de ne pas intervenir tout en intervenant et en maintenant le conflit à un niveau subnucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. On reste dans des armements classiques. Ce qui pose d'ailleurs un véritable problème en matière de stratégie militaire, c'est que c'est très bien d'avoir des armes nucléaires, mais si on utilise des armes nucléaires, c'est l'apocalypse. Bon, à ceci près quand même que, comme je vais en parler dans un instant, il y a aussi maintenant des armes nucléaires tactiques et une utilisation des armes nucléaires qui peuvent appartenir à ce qu'on appelle une gesticulation, sans apparaître, sans basculer tout de suite dans l'Armageddon général et toute la planète explose. Donc je pense que Poutine a dû penser que l'Occident se calmerait, ce qui n'a pas été le cas. Et l'Occident ne cesse que de provoquer, en fait, la Russie. Alors, je sais bien que les gens qui sont les ardents partisans de l'Ukraine vont dire que c'est scandaleux de dire que l'Occident provoque Poutine, puisque c'est Poutine qui est intervenu le 24 février. Alors ça, c'est le débat éternel, je l'ai dit 50 fois, 100 fois, 200 fois. Non, il ne faut pas commencer l'histoire le 24 février. L'histoire, elle remonte au moins à 1991, voire, comme je le disais tout à l'heure, à 1204. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vraiment se moquer du monde que de faire croire aux Français que la situation allait pour le mieux, allait parfaitement. Il se dit beaucoup d'ailleurs que si Poutine n'était pas intervenu, c'était l'Ukraine qui avait prévu d'envahir militairement le Donbass, voire d'attaquer la Russie. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec ce que vous dites sur un point, c'est que je pense qu'ils se sont heurtés à beaucoup plus difficile que ce qu'ils pensaient. Deuxièmement, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur les réactions des autres pays. La Russie n'est pas du tout isolée. C'est beaucoup plus l'Occident qui est isolé dans le reste du monde. Vous avez cité la Chine et l'Inde. Alors c'est vrai que la Chine et l'Inde et la Turquie on pourrait imaginer que par exemple la Chine, l'Inde, la Turquie envoient des chars, des militaires, que ça se transforme en guerre mondiale.
encore une fois, c'est pas le souhait de Poutine, qui pour l'instant a voulu Mmh. maintenir ça à un niveau de un théâtre, qui est un théâtre régional. Deuxièmement, ce que je pense que les Chinois, que les Indiens et les Turcs, ils ont, chaque pays voit midi à sa porte, enfin, sauf nous. Hein. En France, on a des dirigeants qui ne défendent absolument plus les intérêts français, qui défendent les intérêts géopolitiques de l'État profond américain. D'ailleurs, nous, on a un vrai problème de démocratie, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais enfin, en Russie, en Chine, en Turquie, en Inde, ils ont défendre les intérêts nationaux. L'intérêt chinois, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous étiez Xi Jinping, le président chinois, vous savez que après la Russie que les États-Unis veulent démonter, vous êtes sur la liste, vous êtes le suivant. Donc il y a un intérêt absolument stratégique à la Chine à s'allier à la Russie. J'ai vu des gens, c'était Alain Bauer qui vaticinait sur les télévisions françaises en expliquant que la Chine avait complètement laissé tomber la Russie, que la Chine voulait mettre la main sur le nord, sur la partie de la Sibérie. Ça, c'est une vieille lune qui est racontée depuis les Chinois n'ont pas besoin de mettre la main politiquement sur la Sibérie pour l'exploiter économiquement s'ils s'entendent très très bien avec la Russie. Non, les Chinois, ils ont besoin de faire un bloc de résistance à l'impérialisme américain, et on le voit dans le cadre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui s'est réunie il y a quelques jours à Samarcande, en Ouzbékistan, et où on a vu Vladimir Poutine en excellents termes avec Xi Jinping, avec le Premier ministre indien Modi. Il y a l'Iran qui a fait savoir qu'il voulait maintenant qu'ils étaient observateurs, ils veulent passer au stade d'État membre de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Donc, c'est le contraire de ce que disent les médias français. En fait, Poutine est soutenu par l'Inde, par la Chine, etc. Sauf que la Chine, elle sait aussi qu'elle-même, elle a un talon d'Achille. La Chine, elle n'a pas envie de trop se mettre en avant parce que les Américains ont des moyens de pression et c'est le pays qui a c'est le pays du dollar. Hein. Donc les Mmh. États-Unis, en créant de la monnaie depuis des décennies comme ça, a pu se payer, s'acheter en fait des organisations non gouvernementales, des réseaux d'influence dans tous les pays du monde, y compris en Chine. Comment dirais-je, la campagne régulière que nous avons en Occident sur comment dirais-je, les Ouïghours, c'est une campagne d'origine américaine. Hein. Les Ouïghours, ce sont des populations musulmanes turcophones assimilées, mais qui sont dans le Xinjiang, qui a été rattaché au XVIIIe siècle à l'Empire chinois. On nous explique que c'est un génocide. C'est même, je crois même que ça a été voté par le Parlement, je ne sais plus si c'est le Parlement européen ou le Parlement français. Honnêtement, c'est très choquant. C'est pas vrai. Si c'était un vrai génocide, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment assassinat de masse des Ouïghours, on le saurait. Ça n'est pas exact. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement chinois, mais la meilleure preuve de ce que je dis, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est que depuis des décennies, Pékin avait lancé une politique depuis Mao, qui était la politique de l'enfant unique, compte tenu de la masse de la population à nourrir. Et donc, un couple ne pouvait avoir qu'un seul enfant, d'où d'ailleurs un taux de féminicide considérable chez les bébés, parce que pour la tradition chinoise, il faut avoir un fils pour qu'il puisse entretenir ensuite le culte des ancêtres. Depuis quelque temps d'ailleurs, depuis quelques années, je crois que cette politique a été assouplie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique de l'enfant unique s'appliquait uniquement à l'ethnie Han, 92% de la population, et pas aux Ouïghours ni aux Tibétains. Donc, si le gouvernement de Pékin avait la volonté une volonté génocidaire de faire disparaître de la surface du globe les Ouïghours ou les Tibétains, il n'aurait pas fait de la politique qu'il a menée et qui a été au contraire d'augmenter leur pourcentage dans la population générale chinoise. Donc, quand je dis ça, je ne dis pas que la situation est merveilleuse forcément au Tibet et dans le Xinjiang, mais enfin, il faut arrêter de raconter des histoires. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie du narratif américain, comme d'ailleurs le voyage de Mme Pelosi à Taïwan, qui envoie des messages à la Chine du style n'allez pas avec la Russie. On a la même chose avec l'Iran. Vous savez qu'en ce moment même, il y a des mouvements très importants qu'on n'a pas vus depuis longtemps en Iran, à partir
d'une jeune femme qui a été battue par la police religieuse parce qu'elle ne portait pas le voile, elle ne le portait pas bien. Donc à partir de ça, il y a une espèce de mayonnaise qui a pris avec des troubles à l'ordre public en Iran. Alors là aussi, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne suis pas favorable au régime issu de 1970 en Iran. De ce que l'on croit savoir, le régime iranien actuel est soutenu par environ 25 à 30 de la population. Donc c'est assez faible. En revanche, Poutine est soutenu on sait ça par des instituts de sondage d'origine occidentale. Poutine est soutenu par à peu près 80% des Russes. Et le régime chinois, à mon avis, ça peut être du pareil au même. Hein, il faut vraiment se retirer de l'esprit l'idée qu'il y aurait une écrasante majorité de Russes ou de Chinois qui voudraient abattre leur régime respectif. Enfin, c'est un autre problème. En revanche, en Iran, ça n'est pas vrai. Il y a quand même une forte, parce que l'Iran n'a pas du tout la même histoire, il y a quand même une très forte opposition au régime des mollahs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, il y a le guide suprême, le successeur direct de l'ayatollah Khomeini, donc l'ayatollah Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution, c'est le numéro un de l'Iran. Hein, il a autorité sur le président de la République. Il est actuellement très malade, il est opéré. Beaucoup spéculent sur sa fin prochaine. Donc déjà, le régime est un peu déstabilisé. Voilà, il y a un problème parce que c'est lui le ciment, hein, et il a succédé à Khomeini. Donc ça fait des décennies qu'il est là. Je crois que ça fait 30 et quelques années qu'il est là. Sa disparition prochaine pourrait signifier une déstabilisation. Et il y a derrière cette affaire, de ces manifestations qu'on a en Iran, vous avez les États-Unis d'Amérique, puisque la personne qu'on met en avant pour diriger ce mouvement, elle vit aux États-Unis. C'est quand même incroyable, une jeune femme qui vit aux États-Unis. Donc, ça, c'est quoi? C'est que je pense que les Américains envoient ce message à l'Iran, parce que l'Iran, comme vous l'avez vu, a envoyé des drones à la Russie qui sont quand même assez efficaces, semble-t-il, même s'il y a un narratif qui apparaît dans les médias sur le fait qu'ils marchent mal. Donc, je pense que les Indiens eux-mêmes, je pense que Modi, vous savez que l'Inde, c'est quand même une chaudière à tout instant. D'ailleurs, on parlait des Indes. Il y a des États différents et il peut très bien y avoir des mouvements révolutionnaires. Il y en a d'ailleurs eu dans l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Et ils ont, je pense, tous ces pays, à la fois veulent soutenir Poutine, parce qu'ils savent qu'il a raison, que c'est vital, parce que l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu fondamental, celui que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que le monde va devenir unipolaire, c'est-à-dire entièrement dominé par le modèle nord-américain, y compris dans les valeurs. Hein, ça a été le grand discours de Poutine, a aussi beaucoup insisté là-dessus, notamment sur l'affaire LGBT, la question du genre, etc. Il l'a dit dans son discours en disant que l'Occident était quasiment sataniste. Il a employé le mot sataniste. On voit donc bien qu'il y a derrière cela, c'est pour ça que ma comparaison de tout à l'heure, qui a pu peut-être paraître saugrenue à certains de vos auditeurs, et quand je parlais de la religion entre le schisme, entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, il y a un soubassement religieux. D'ailleurs, le patriarche de toute la Russie, Kirill II, il a béni les armées russes dans cette affaire. Donc, les pays comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Iran, ils espèrent que Poutine va gagner, mais ils voudraient que ça se termine le plus vite possible. Parce qu'ils ont peur que de proche en proche, tout ceci tourne très très mal et déstabilise leur pays. Or, la Chine comme l'Inde sont les deux colosses du monde. Hein. La Chine, c'est 1,450 milliard d'habitants. L'Inde va bientôt dépasser la population. Donc ça veut dire qu'à eux deux, c'est quasiment 30 ou 35% de la population mondiale. Donc, ils ont le temps pour eux. Ce sont d'immenses civilisations, ils ont le temps pour eux. Donc, ils n'ont pas envie d'une guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a, je pense, ce jeu. À la fois, ils soutiennent Poutine. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'affaire de l'annexion dont on parlait, il y a eu un vote à l'ONU, au Conseil de sécurité. Il y a eu quand même le veto des États-Unis, de la Russie, à la proposition présentée par, je crois, l'Albanie au nom des États-Unis. Il y a eu quatre votes non. Il y a eu le veto russe, mais c'est le seul non. Il y a 3 pays qui se sont abstenus.
Or, dans cette situation, s'abstenir, ça veut dire soutenir Poutine. C'est la Chine, c'est l'Inde et c'est le Gabon. Le Gabon, c'est d'ailleurs l'Afrique francophone. Très, très intéressant. Parce que, là, en ce moment, d'ailleurs, au moment même où on parle, il y a des trous énormes, de plus en plus en Afrique francophone, en ce moment même, en Burkina Faso, où l'on voit de plus en plus de manifestants agiter le drapeau russe et cracher sur le drapeau français. Donc, il y a une influence de ces événements sur le continent africain très importante. On ne peut pas dire que Poutine ait été lâché, bien au contraire. Mais, encore une fois, la Chine, l'Inde, l'Iran, etc., aimeraient que ça s'arrête pour ne pas qu'il y ait un dérapage qui finisse par retomber sur eux-mêmes, ce qui d'ailleurs est en partie le cas, puisque l'économie mondiale va vers une récession générale. Récession. Et du coup, alors, donc on a fait le point sur la partie Occident et sur la partie russe. Qu'est-ce que ça change, cette annexion des 4 territoires ukrainiens qui vient juste d'avoir lieu? Pourquoi Poutine fait ça? Est-ce que c'est en fait le début d'une guerre qui va augmenter en intensité? Ou est-ce que finalement il marque son territoire, il dit voilà, c'est là que je m'arrête, maintenant on négocie, mais j'ai pris ce que je voulais prendre et on arrête. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers la troisième guerre mondiale, ce qui est moi la chose qui me fait le plus peur, ou est-ce qu'on va en fait sur une négociation où il a posé sa frontière et dit maintenant c'est terminé, j'ai ça, c'est à moi, vous n'y touchez plus. Alors, je pense que c'est effectivement ce que Poutine a à l'esprit. Je pense que Poutine, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça n'était pas la partie de campagne qu'il envisageait, ça a été un peu difficile. Cela étant, il est parvenu à ses objectifs de guerre initiaux, c'est-à-dire sauver le Donbass et le rattacher à la Russie. Il n'est pas parvenu à tout, puisque je pense qu'il avait caressé le projet d'agglomérer également la région d'Odessa, Odessa qui est une ville qui a été créée dans les années 1780, je crois, toujours par Potemkin et Catherine II. C'est une ville qui porte le nom de Ulysse, hein, Odessa en russe, qui a été peuplée par les Russes. Et ça lui aurait permis, s'il avait mis la main sur la région d'Odessa, d'aller jusqu'à la Transnistrie, qui est une petite république reconnue par personne, qui est à la lisière avec la Moldavie et qui est peuplée par un régime de type soviétoïde extrêmement pro-russe. Donc, et au passage, il aurait ainsi transformé l'Ukraine en un pays enclavé. Il aurait rattaché tout le sud ukrainien en fait à la Russie et donc tout le nord de la mer Noire est appartenu à la Russie. J'ai l'impression que là, il a un petit peu, peut-être qu'il se dit, ça sera pour mes successeurs, je ne sais pas, que là, il voudrait maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, maintenant il est prêt à des négociations. Je pense que l'Occident, si l'Occident voulait calmer le jeu, l'Occident irait dans son sens. Voilà. Parce que, bien sûr, je connais les gens qui disent ce sont des référendums illégaux. C'est pas vrai. Le b.a.-ba du droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le fait de faire un référendum pour demander si un peuple souhaite être indépendant ou être rattaché à tel ou tel pays n'est pas en soi quelque chose de contraire au droit international. C'est n'importe quoi de dire ça. Donc je vois le pape qui reprend ce narratif américain, c'est faux. Ce qui est contestable, c'est autre chose. On peut contester les modalités, le temps, le moment où ça se passe, voilà, et qui en prend l'initiative. Ça, c'est contestable. Mais le fait de demander par référendum à une population, c'est tout à fait conforme au droit international. J'ajoute au passage que s'il y a bien des pays qui n'ont pas de leçon de morale à donner en la matière, ce sont les pays occidentaux. Je rappelle par exemple que les États-Unis d'Amérique en 2011 ont imposé la partition du Sud-Soudan qui était ravagé par une guerre civile en faisant organiser un référendum dans le Sud-Soudan pour ou contre l'indépendance. Il n'y avait quasiment pas de bureau de vote, c'était un peu n'importe quoi. Ils ont envoyé des observateurs internationaux qui ont dit que tout ça c'était très bien, de la même façon que la Russie a fait venir des observateurs internationaux qui ont dit que c'était très bien. Ce qui se cachait derrière, c'était au Sud-Soudan, ça sent le pétrole, donc il y avait ça. Donc les Américains sont les champions du deux poids deux mesures. La France aussi d'ailleurs. Je rappelle quand même qu'en 1975 et 76, on a eu des référendums.
aux Comores, pour l'indépendance des Comores. Normalement, il avait bien été convenu avec, avec l'ONU, avec l'Organisation de l'Unité africaine, avec les mouvements vivant aux Comores, que les 4 îles seraient considérées in solidum, donc toutes les 4 ensemble, hein, la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Et puis, comme vous le savez, le référendum a donné un oui à l'indépendance absolument massif dans les 3 premières îles, donc la Grande Comore, Mohéli et Anjouan. En revanche, a donné un oui, un non prépondérant à Mayotte. Bon. Alors, il faudrait entrer, mais ça nous emmènerait trop loin dans l'histoire de l'archipel des Comores, puisqu'en fait, l'île de Mayotte a toujours eu une destinée différente et d'ailleurs a été intégrée à l'ensemble français, je crois, dès l'époque de Louis-Philippe, alors que les 3 autres îles, c'était sous la Troisième République. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 1976, la France a décidé de considérer les îles séparément et a donné son indépendance aux 3 premières îles et a conservé Mayotte à la demande des habitants d'elle. Alors depuis lors, on est traîné à l'ONU devant la comité de décolonisation. La France est critiquée pour cela. On est dans une situation très très difficile d'ailleurs au passage parce que on a en France le problème, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes justement. Et donc il se trouve que si vous allez à Mayotte, vous verrez que les Mahorais veulent rester français. Ils veulent surtout bénéficier d'ailleurs des prestations sociales tous azimuts. Et le niveau de vie à Mayotte étant très supérieur aux autres îles du Comores, ça fait donc un flux permanent d'immigrés clandestins qui pose un problème vraiment explosif. Mais c'est une autre question. Je dis tout simplement ça parce que on voit bien que les puissances occidentales sont une hypocrisie, celle là même que dénonçaient les Byzantins de 1204, c'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure cette référence. Les Occidentaux sont d'une hypocrisie phénoménale. Bien sûr qu'il aurait mieux valu que le référendum dans ces pays, dans le Donbass, eut lieu dans un État qui ne serait pas en guerre. Bien sûr qu'il aurait mieux valu que ce soit les autorités de Kiev qui le fissent en 2014, par exemple, en constatant qu'il y avait ce qu'ont fait les Britanniques avec l'Écosse, en constatant qu'il y avait quand même un sacré problème avec les pays, avec les régions du Sud-Est peuplées de russophones et de russophiles, et c'est sans doute les autorités de Kiev qui auraient dû le faire. Mais justement, elles ne l'ont pas fait. Non seulement elles ne l'ont pas fait, mais elles ont bombardé. C'est un petit peu comme si, lors du référendum écossais, qui a été tenu sous David Cameron, les armées britanniques étaient allées bombarder Glasgow et Édimbourg constamment. Oui. Voilà. Et qu'au bout du compte, finalement, il y a eu, je sais pas, une autorité supérieure, les Américains, je sais pas quoi, qui interviennent pour empêcher les Britanniques de faire le carnage et qui organisent un référendum. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, c'est une question de point de vue. Ce que je sais, en tout cas, moi, et je m'arrêterai là, c'est que je suis allé, non pas dans le Donbass, mais je suis allé en Crimée en 2015. J'étais déjà allé en Russie du temps de l'URSS d'ailleurs. D'abord, maintenant, on se promène vraiment tout à fait librement, enfin, on peut discuter avec tout le monde. Et en Crimée, le référendum qui a donné 95% de oui au rattachement à la Russie est un référendum dont toutes les chancelleries savent que c'est un référendum qui a été honnête. Tous les pays du monde, à commencer par le Quai d'Orsay, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les habitants de la Crimée ne veulent pas être ukrainiens, ils veulent être russes. Et que si la Crimée était ukrainienne, c'est pas un coup de tête en 1954 de Khrouchtchev qui avait, comme ça lui avait traversé l'esprit, qui avait transféré la République de la Crimée à la République socialiste d'Ukraine, ce qui à l'époque ne portait pas trop à conséquence, puisque c'était dans le cadre de l'URSS. Ça, c'était passé crème, comme disent les jeunes maintenant. Les gens s'étaient dit, bon, ça, à partir de 91, où les pays ont explosé, ça pose un énorme problème. Donc, les spécialistes savent qu'en Ukraine, si demain il y avait un nouveau référendum avec toutes les garanties, etc., les habitants voteraient pour la Russie. Et c'est la même chose dans le Donbass. Voilà. Donc, on est dans, certes, les modalités de ces référendums sont contestables dans l'état de guerre avec la présence de soldats russes, etc. C'est d'ailleurs ce que utilisent comme argument les autorités de Kiev pour dénigrer les référendums. Mais ces référendums, pourquoi ne l'ont-ils pas fait eux-mêmes, du temps où il n'y avait pas de soldats russes pendant 8 ans? Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas fait pendant qu'ils bombardaient les populations?
là la véritable question. Alors, pour terminer, je pense qu'effectivement, Poutine, maintenant, qui a réalisé son affaire, verrait bien une espèce d'armistice pour le moins, et si possible de traité de paix. Et c'est là qu'intervient une double décision très importante, en fait, de l'Occident. La première, ce sont les déclarations comme ça, tonitruantes de Macron à l'ONU, dont vous parlez en préambule, qui, reprenant le narratif américain, européiste, etc., dit jamais, jamais on ne reconnaîtra. Et dire ça, ça veut dire que jamais, jamais on ne reconnaîtra la réalité. C'est pas parce que l'Occident ne reconnaît pas que la Crimée appartient à la Russie que ça va changer le sentiment des habitants de la Crimée. Donc ça veut dire qu'on se met d'emblée dans une situation de blocage. Et non seulement ça, mais l'Occident continue à dire on va continuer à armer et continue à entretenir le mythe que l'Ukraine va récupérer le Donbass et la Crimée. Donc il y a cette volonté de conflit. Mais il y a une deuxième décision qui n'a pas échappé, je l'espère, à votre vigilance, c'est que vous avez eu Zelensky qui, suite à ces référendums, a fait une mise en scène extrêmement théâtrale, vous l'avez vu, en demandant, en signant, comme ça, il était accompagné de 2 escogrifes, on savait pas très bien qui c'était, en demandant le rattachement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN immédiate. Oui. Le rattachement immédiat. Et ce qui est important, c'est que vous l'avez su, vous l'avez vu, Jens Stoltenberg, que j'ai connu quand il était ministre de l'Industrie de Norvège, qui est le secrétaire général de l'OTAN, a dit, et ça a été confirmé par Biden, que non, voilà, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, du moins pas maintenant, au calme. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas été commenté suffisamment. Ça veut dire que l'Occident a baissé les yeux devant Poutine sur ce coup-là. C'est-à-dire que Poutine n'est pas du tout. Il a mis la main sur, comme j'ai dit, 20% du territoire, 60% du PIB, parce que c'est là où il y a toutes les mines. Hein. Je rappelle que Stakhanov, sauf erreur de ma part, le stakhanovisme, vous savez, des années 30, c'était un mineur du Donbass. C'était un russe. Hein. C'est pour ça que ça appartient vraiment à la mythologie russe. Le stakhanovisme, c'est dans le Donbass. Donc, Poutine a mis la main sur ces pays de tradition, d'origine, de peuplement russe. Et puis, l'Occident, à Calais, ils ont reconnu que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, là, c'est la troisième guerre mondiale. Donc, on en est. Qu'est-ce que cherche l'Occident, en fait? Qu'est-ce que cherchent les États-Unis? Je pense qu'ils cherchent à maintenir ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, c'est-à-dire pour affaiblir les structures étatiques, les épuiser dans des combats sans fin. C'est ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Somalie, etc. Les Américains sont les champions du monde pour semer la zizanie, c'est comme le livre d'Astérix, le bon d'Astérix, la zizanie, pour semer la zizanie et épuiser en fait les forces politiques, morales, financières, économiques, etc., des pays qui veulent abattre dans une espèce de conflit latent, permanent, qui les épuise, au lieu qu'il y ait un bon traité de paix. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois se profiler, et que les Américains titilleront l'ours russe jusqu'au moment où ils savent qu'ils vont trop loin. Et là, ils se sont dit, on peut pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, là, ça serait aller trop loin. Donc, il y a cette espèce alors, toute la question pour la suite, c'est, en fait, ils jouent avec la patience de Poutine et son sens des responsabilités. Il est là, le truc. Parce que si nous avions quelqu'un qui était dingue, quelqu'un qui avait vraiment, qui perdait ses nerfs, on pourrait envisager qu'il commence à passer à des armements nucléaires, ce que d'ailleurs des gens comme Medvedev ou bien comme le chef des Tchétchènes, Kadyrov, laissent entendre de plus en plus. Oui. Alors, ces jours-ci, c'est qu'il faudrait passer maintenant à des armes nucléaires qui pourraient ne pas être des armes stratégiques nucléaires, mais des armes tactiques. Ouais. En sachant, pour expliquer aux gens, les armes tactiques, c'est des armes qui
tue énormément de monde, mais sur une zone très délimitée. Donc, on envoie généralement sur l'armée adverse et pas forcément sur des villes pour raser des villes. Voilà, alors une C'est la arme grande tactique différence. nucléaire, c'est une arme de relativement faible puissance et qui fait, dans un rayon de 4-5 km, qui détruit tout. On pourrait presque comparer ça à la bombe A qui ont été balancées par les Américains sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki, c'est dans un rayon de 700 mètres, 800 mètres. Alors que les armes nucléaires stratégiques, ça peut être, on peut ravager la France, pourrait être détruite avec 4 ou 5 armes, avec 4 ou 5 bombes nucléaires stratégiques. Même les Russes ont inventé, vous savez, au début des années 60, un truc qui s'appelle la Tsar Bomba. Oui. Les internautes peuvent taper Tsar Bomba. C'est la plus grosse bombe nucléaire qui ait jamais été lancée. C'était dans une péninsule dans le. On vous entend, on vous entend. Ils ont envoyé ça sur une péninsule dans l'océan Arctique. C'était absolument terrifiant. Alors, il faut savoir aussi que cette arme nucléaire tactique, vous avez dit, pourrait faire beaucoup de morts sur une armée, mais il y a d'autres façons de l'utiliser. On dit que ça pourrait être, par exemple, une gesticulation. On apprend ces jours-ci, là aujourd'hui même, que le plus grand sous-marin du monde, qui est russe, qui s'appelle le Belgorod, je crois, muni de missiles nucléaires considérables, hein, qui font très peur d'ailleurs à l'OTAN, donc vient de prendre la mer avec des missiles, et là on a perdu sa trace. Donc ça déjà c'est une première gesticulation, ça veut dire que les Russes se mettent en position d'avoir un sous-marin qui peut balancer des armes nucléaires stratégiques partout, y compris sur les États-Unis d'Amérique, pas forcément uniquement sur le terrain européen. Deuxièmement, les armes nucléaires tactiques, les Russes pourraient la faire, comme je disais à l'instant, pour Zaromba, la péninsule de Kola, je crois, c'est-à-dire envoyer ça dans une péninsule inhabitée ou alors au nord de la Norvège, par exemple, pour pour montrer qu'ils sont là, pour montrer qu'ils rigolent plus. Il y a une troisième utilisation, semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est d'envoyer une bombe nucléaire tactique au large des côtes d'un État, mais pas trop loin, et de telle sorte que la déflagration soit telle qu'elle provoque un tsunami, un raz-de-marée, qui pourrait dévaster des littoraux, voire d'ailleurs faire des morts, et qui ne serait pas à proprement parler une attaque nucléaire, ça serait les conséquences. Il peut y avoir encore une quatrième utilisation, si j'ai bien compris, c'est que on envoie une bombe nucléaire tactique, pardon, non pas la bombe d'Hiroshima, je crois, avait explosé à 600 mètres d'altitude, mais à, je sais pas, 2000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. De telle sorte que les radiations arrivant au sol, alors peut-être, je suis pas un militaire, hein, je suis pas un expert, donc il faudrait demander à des militaires, mais les radiations arrivant au sol, c'est pas la même chose si la bombe explose à 500 mètres d'altitude, c'est 2 fois la tour Eiffel, ou si c'est à 2 ou 3 kilomètres d'altitude. Donc les radiations arrivant au sol ne seraient pas mortelles pour la population, mais en revanche, ça bousillerait, ça déréglerait absolument tous les systèmes électroniques, l'informatique, l'internet, etc. Donc ça ruinerait, voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a toute une série de panoplies que peut envisager la Russie. Moi, ce qui me fait vraiment peur, et je suis d'accord avec vous, je suis inquiet, c'est que normalement les États-Unis devraient arrêter maintenant. C'est bon, voilà. Ils devraient calmer le jeu. Parce que je suis désolé, mais vous savez, moi, j'ai un grand frère, quand on était petit, il avait 3 ans de plus que moi, il nous arrivait beaucoup de nous disputer comme des petits garçons comme ça dans une famille. Et donc voilà, on se battait, c'était à la fois de la rigolade et comme nous avions chacun notre chambre, il y avait nos parents, quand ils en avaient assez de nous entendre nous discuter, ils arrivaient. Et par définition, ils avaient dit un jour, mais c'est celui qui est dans la chambre de l'autre qui a tort. Voilà. Donc c'était un souvenir d'enfance. Effectivement, c'était celui qui était dans la chambre de l'autre, c'est forcément lui qui avait pris. Bon. Mais là, c'est la même chose, si vous voulez. Bon, je suis désolé, que foutent les États-Unis, que foutent les armées de l'OTAN à quelques kilomètres de la frontière? Voilà. Il est là le problème de fond. Voilà. Qu'est-ce que ne diraient pas les Bernard-Henri Lévy,
Raphaël Glucksmann, les Jadot, tous ces gens-là qui nous expliquent à quel point il faut soutenir la pauvre Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ne diraient pas? Il y avait des troupes russes qui étaient au nord, vous savez, c'est dans l'Alberta, je crois, ou au Canada, ou bien Oui. à Guadalajara, ou je sais pas quoi, dans le nord du Mexique, enfin, qui avait des quantités d'armes de division. Enfin, c'est voilà. Donc les Américains devraient vraiment comprendre que la paix du monde, il y a un risque mondial. Ce que je crains, et je reviens sur ce que je disais à l'instant, c'est que les Américains maintiennent ce système de conflit de basse intensité parce que, en fait, ils ne visent pas uniquement la Russie. Parce que, si vous voulez, au bout du compte, quand on va faire le bilan de tout ça, on risque de voir apparaître quoi dans 1 an ou dans 2 ans? Que la Russie aura mis la main sur le Donbass, aura agrandi son territoire, se sera enrichi grâce notamment au prix des hydrocarbures, aura noué des relations plus fortes avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran, aura mis dans son escarcelle les pays d'Afrique, du moins une partie des pays d'Afrique. Vous savez que lorsque Zelensky a voulu faire un duplex avec les dirigeants de l'Organisation de l'Unité africaine, il n'y a eu que 3 dirigeants qui ont accepté de le regarder. Tous les autres ont boycotté, c'est quand même pas bon. Ça, on n'en a pas parlé dans la presse française. Donc ça, c'est en définitive le bénéfice. Le bilan est très positif pour la Russie. Dans 2 ou 3 ans, on risque de voir également que le bilan pour les États-Unis est très bénéfique aussi, puisque eux, ils auront vendu leur gaz de schiste, le cas échéant, quoique ils ont perdu, mais surtout, ils auront coupé stratégiquement, et ça c'est leur obsession, ils auront coupé stratégiquement l'Europe de la Russie. Ils auront établi un nouveau schisme, comme le schisme de 1054 et 1204, un nouveau schisme. Ils auront, et on le voit avec ces explosions en mer Baltique de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc quand même presque tout indique que ce sont les Américains qui sont derrière. Les Russes n'avaient absolument pas intérêt à détruire c'est leur propriété. Ils avaient qu'à fermer les robinets pour ne plus donner de gaz. C'est leur propriété. Ça a coûté 15 milliards de dollars. Et en plus, il y a des gens qui disent, mais non, de toute façon, c'était terminé, ils ne pouvaient plus le faire fonctionner. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Lorsque la guerre se sera terminée, il y aura toujours des fondamentaux géographiques et géophysiques qui font que l'Europe occidentale a intérêt à consommer les matières premières, les carbures venus de Russie. Donc, normalement, la Russie a tout son intérêt de garder Nord Stream 1, Nord Stream 2 en fonctionnement pour pouvoir, le cas échéant, fermer et le cas échéant, faire pression ensuite sur notamment l'Allemagne. Donc, tout donne à penser que ce sont les Américains qui sont derrière ces explosions, mais ça veut dire que les Américains, on est dans le cadre de l'OTAN. Il y a l'article 5 qui prévoit que les pays de l'OTAN, s'il y en a un qui est attaqué, tous les autres viennent à son secours. Et dans cet article 5 que j'ai relu hier, il n'est pas précisé d'où vient le pays en question qui attaque. Et là, on a peut-être affaire à un pays, les États-Unis d'Amérique, qui aurait eu, semble-t-il, d'après certaines rumeurs, le soutien des Britanniques et des Polonais, et qui aurait en fait attaqué non seulement la Russie, mais la relation russo-germanique. Et donc, en fait, c'est une attaque contre l'Allemagne, en fait. Donc, est-ce que l'article 5 va se mettre en œuvre? Ce qui est très intéressant, et alors c'est là le dernier point, c'est que dans 3 ans, on risque de, si on fait le bilan de cette opération, de voir que l'Europe a été la grande perdante, puisque on risque de voir le patronat allemand tire la sonnette d'alarme, le patronat français aussi, parce qu'on risque d'avoir une désindustrialisation qui s'accélère du fait de déjà les industries en Europe occidentale sont handicapées par rapport au reste du monde par le niveau de vie des populations, des salaires, des cotisations sociales, etc., qui aggravent les prix des produits et donc nuisent à la compétitivité. C'est sûr que par rapport
on produit en Ukraine, le SMIC en Ukraine est 20 fois inférieur, ben, c'est pas. Alors, on essaie d'avoir une meilleure productivité, des produits plus attractifs. Mais en plus de ça, si maintenant la facture énergétique est colossale, et dans certaines industries, elle est colossale, elle prend une part très très importante des intrants dans la formation des prix, et là on risque d'avoir un effondrement de l'économie. Alors, avec un effondrement de l'économie et un effondrement de l'industrie. Alors, donc, avec cette grande question, qui, moi, me passionne, parce que je pense qu'on est vraiment dans des moments tout à fait historiques, qui d'ailleurs, permettez-moi de le souligner, avec un petit peu de satisfaction personnelle et de tristesse en même temps, c'est que tout ceci confirme les 15 années d'analyse que j'ai toujours faites. Hein, c'est-à-dire que la construction européenne nous entraînait en fait vers un désastre général, à une soumission aux États-Unis d'Amérique. On risque donc d'avoir des pays d'Europe qui s'effondrent, pas seulement avec le froid, pas seulement avec la perte de niveau de vie, mais avec la perte de l'industrie, et puis tout ça jusqu'où. Et peut-être, c'est là peut-être qu'il va se passer, c'est qu'il peut y avoir un divorce des élites économiques et industrielles dans les pays de l'Union européenne d'avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, elle fonctionne parce qu'elle sert les intérêts des oligarques français, des grands milliardaires. À partir du moment où le traité de Maastricht a imposé la libre circulation des mouvements de capitaux, il a imposé donc la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations industrielles. Donc il a permis en fait aux milliardaires français ou allemands de jouer leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt du peuple dont ils sont issus. C'est-à-dire qu'ils sont allés fabriquer. Je ne vous vois plus. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, ils sont allés fabriquer des produits à l'autre bout du monde pour maximiser leurs profits, les réimporter en France. Tout ça, une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis blacklisté des médias français, c'est parce que les oligarques qui tiennent les médias veulent conserver la maximisation des profits que procure l'appartenance à l'Union européenne. Mais voilà maintenant que l'Union européenne est en train de détruire notre industrie et d'appauvrir l'ensemble des Français. Donc peut-être va-t-il y avoir un divorce qui va apparaître entre les dirigeants et le dogme européen. Vous savez, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours beaucoup cru, c'est que c'est un peu comme la fin de la construction du socialisme. Les soviétiques ne se sont pas révoltés contre la construction du socialisme, contre l'URSS. Il y a des gens qui vaticinaient, qui espéraient que non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les ennemis s'en détachaient elles-mêmes parce que ça devenait un désastre. C'est le point tournant de l'explosion de Tchernobyl, qui, soit dit en passant, est en Ukraine. Eh bien, ce qui est en train de se passer est en train de faire réaliser à beaucoup de dirigeants, je voyais les interviews par exemple de M. Loïc Le Floch-Prigent, qui, avec d'autres, se scandalisent du système européen de l'énergie, qui est incroyable. On produit 42 euros le mégawattheure d'électricité en France et on est obligé de le vendre 1000 euros. Voilà. Il y a des intermédiaires qui se suivent d'une façon absolument considérable. Donc, de gens mainstream, comme on dirait, des dirigeants qui ont pu voter pour Maastricht, qui ont pu soutenir d'un seul coup, qui ont pu soutenir ce qui s'est passé depuis lors, d'un seul coup, sont en train peut-être de se rendre compte qu'au bout du compte, cette construction idéologique est en train de nous emmener à la ruine collective. Et c'est à partir du moment où des élites du pays, à leur tour, pointeront le pouce vers le bas que peut-être tout ceci va s'effondrer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Eh bien, Monsieur Asselineau, merci pour cette interview. Et puis, on va suivre ce qui va nous arriver avec la Russie là dans les semaines qui viennent. J'espère aussi que ça s'arrêtera. Mais j'ai, comme vous, un doute sur l'envie de l'Europe et des États-Unis d'arrêter le conflit. Et puis à vous tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt.